Et là, la première chose que j'explique au niveau de l'accent quartz, c'est un peu qu'est-ce que c'est. Bon, on a parlé tout à l'heure. C'est un mortier de ciment, bien sûr amélioré. Il a déjà du vent, il a des produits pour aider à réduire la capillarité, par exemple. Donc, on parle d'un revêtement continu. Donc, c'est un mortier où on n'a pas de jointe. Au moins ici, on va voir la jointe ici en bas, où on voit les escaliers, mais c'est un mortier continu, donc on n'a pas de pièces à jointer. Il est monocomposant, ça c'est quelque chose de très important. Tous les additifs qu'il contient, ils sont faits en sèche, de façon que ça soit seulement mélangé avec de l'eau. Ça évite beaucoup de problèmes de mesure, ou bien avec les bicomposants, on a aussi beaucoup de problèmes avec les différentes températures ou absorption. Enfin, ça fait plus délicat. Donc, le monocomposant, c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est le motif pour lequel on a utilisé ce type de technologie dans tous nos mortiers, tous les mortiers de ciment qu'on fabrique. Après, on a une surface qu'on appelle antidérapante. Là, on a appelé grade 3 parce que c'est une façon de le nommer ici en Espagne. On dit 3 sur 3, c'est le maximum qu'on a de antidérapant. On évite l'accumulation de matières organiques, on diminue la consommation de produits chimiques. C'est un produit rigide, donc de haute résistance. On maintient la couleur tout au long de sa vie utile, c'est-à-dire on a un grand tas de pros. Un par exemple important que je vais mentionner, c'est maintient la couleur tout au long de sa vie utile. C'est quelque chose de très intéressant parce que si vous êtes habitué ou vous connaissez des systèmes en plastique, le plastique en fait, il a normalement une garantie. C'est la garantie qu'ils ont tous les piscines ou revêtements de plastique. Et cette garantie, elle est principalement pour la perte de couleur. Le problème, c'est que le plastique, il perd la couleur. Surtout avec les ultraviolets, c'est-à-dire avec le soleil ou avec le chlore. Donc en fait, celui-là, accent quartz, comme c'est un revêtement minéral, comme c'est un mortier de ciment avec du quartz, la couleur, il perd pas de couleur. En fait, l'unique façon de perdre la couleur, c'est que tu aies beaucoup d'incrustations blanches, par exemple, sur un revêtement noir. Donc là, tu peux le voir un peu blanc, mais tu peux le nettoyer tout simplement et tu vas avoir encore une fois la partie noire. C'est-à-dire, c'est comme une pierre. Une pierre, elle ne perd pas la couleur parce que c'est par dedans qu'elle a en fait cette couleur. Et là, quelque chose de très important que je veux vous montrer, et c'est le motif en fait pour celui qu'on a tous ces avantages qu'on a mentionnés. Et ce qu'on voit ici, c'est une image microscopique de l'accent quartz. Donc c'est comme si on prend cet échantillon d'accent quartz que j'ai ici, on le coupe et on voit à travers avec un microscope. Donc là, ce qu'on va se retrouver, c'est que la partie extérieure, donc celle qui est en contact avec l'eau, c'est celle ici qu'on dit surface. Et là, on va voir qu'on a les quartz, que c'est la partie qui est directement en contact avec l'eau. Le quartz, c'est un produit qui est en fait très résistant aux produits chimiques, c'est très stable. Donc, c'est celui qui lui donne cette résistance au niveau chimique. Et puis après, ce qu'on voit ici, c'est le reste du mortier de ciment. Et on se retrouve que c'est en fait comme une pierre. Il est composé par le quartz et la pâte en ciment. Et on voit qu'il n'y a pas de trou. On voit il est complètement continu. C'est ce qu'on appelle une matrix complètement fermée. Donc, c'est le principal motif, par exemple, qu'on a pour avoir une bonne maintenance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces algues et ces micro-organismes, ils peuvent pas rentrer par dedans. Ils sont bloqués. L'unique chose qui peut rentrer et traverser cette partie qu'on voit si solide, c'est la vapeur d'eau. C'est l'unique élément en fait qui va pouvoir traverser dans cette pâte de quartz et béton et ciment. Donc en fait ni les algues ni les produits qui contiennent l'eau, par exemple le chlore ou le sel ou les choses, il ne peut pas rentrer à travers du ciment, sauf la vapeur d'eau. Quelque chose qui est très important, la vapeur d'eau, elle doit toujours, ça doit toujours être transpirable, même si la quantité est très faible, parce que on doit éviter que dans le cas où on a une quantité d'eau ou de humidité dans le support,
cette humidité ou cette quantité d'eau, elle doit pouvoir sortir. C'est les problèmes qu'on a avec les revêtements qui sont pas transpirables, comme le plastique ou quelques-uns que tu as mentionné avant, Nicolas, et aussi les peintures. Un problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont en fait complètement imperméables, ils sont pas transpirables. Donc, au moment où tu as de la vapeur d'eau qui est dans l'autre côté du revêtement, ça va faire sauter le revêtement, ça va faire décoller le revêtement. Donc, très important que ce soit transpirable. Et très intéressant toujours de voir comment ça fonctionne ce système-là de revêtement. Donc, pour faire un petit résumé, on a un revêtement de haute durabilité, antidérapant, où on peut faire continu ce qu'on a, ici j'ai appelé les arêtes, je crois que ça dit arête, c'est les bords pour laisser un peu arrondi et augmenter la sécurité. Aussi la santé, comme on a vu que la maintenance est beaucoup plus faible parce qu'on n'a pas d'algues ou de micro-organismes qui peuvent rentrer par dedans, donc ça améliore aussi au niveau de la santé et au niveau de l'esthétique. Un revêtement continu comme celui-là, c'est une très forte pro pour les clients, surtout les clients comme les hôtels ou les clients privés qui cherchent quelque chose de différent au niveau de l'esthétique. Donc on a un revêtement qu'on peut faire n'importe quelle forme, très intéressant si dans votre cas vous avez des piscines qui font des formes libres, organiques. On va améliorer l'esthétique puisque le quartz, ce qu'on voit ici, c'est que tous les reflets du soleil, on va avoir un reflet sur le quartz, donc ça va être une piscine très brillante. On accélère les temps d'exécution, et là je fais un petit stop, parce que c'est une partie très importante pour les professionnels. Moi, c'est quelque chose que j'explique toujours, et je crois que c'est partout pareil dans le monde. Comme professionnel du secteur de la piscine, il y a la partie plus importante pour un ouvrage, c'est le temps, c'est toujours le temps. C'est-à-dire, par exemple, il y a des revêtements qu'on peut voir qui sont au niveau esthétique très bons, on va dire, une porcelaine très intéressante. Cette porcelaine, le problème qu'elle a, c'est que ça va nous prendre beaucoup de temps de faire le revêtement de la piscine. Surtout si ta piscine, par exemple, c'est une piscine qui n'est pas parfaitement droite, plate. Je rebondis Oui. sur quelque chose qui est important parce que ça a été décisionnaire au sein de la société. C'est que tu vois, pour information, là on vient d'enchaîner 2 bassins de 70 et 90 mètres carrés en pierre naturelle format 30-60, joint époxydique avec bac tampon les deux. Pour ces types de réalisations, il nous a fallu 3 semaines pour shooter par exemple 90 mètres carrés. Et là j'ai dit, je veux plus. Ouais. Mais tu sais, ça c'est quelque chose qui nous est arrivé à nous comme professionnels. Et moi, ça m'est arrivé pareil, tu sais. Moi, je me souviens d'un client qui avait choisi une porcelaine très spéciale. Ici en Espagne, on a beaucoup de porcelaines très jolies. Et alors, il disait non, je veux cette porcelaine. Elle avait un fort prix, cette porcelaine. Pour moi, en fait, c'était pareil, non? Je dis bon, pour moi, c'est faire une porcelaine sur une piscine, dans une piscine. Ça m'en fout si elle est plus jolie, moins jolie. Le temps de pose, ça devrait être le même. En fait, oui, c'est le même. Le problème, c'est que là où toi, comme professionnel, tu gagnes ou tu perds, c'est pas dans la valeur de la porcelaine, c'est dans le temps que tu fais, le temps que tu mets à faire ta piscine. C'est là où tu gagnes, c'est là où tu perds comme professionnel. Donc, tu dois toujours chercher des éléments qui soient plus ou moins vite à utiliser. Qu'est-ce qu'on parle avec l'Accent Quartz, par exemple, l'exemple que tu as donné d'une piscine de 90 mètres carrés, on va dire c'est une piscine résidentielle standard de 8 par 4 ou 5 x 10 ou quelque chose comme ça, plus ou moins ça rentre dans ces 90 mètres carrés. Alors là, on dit, premier jour, je vais faire l'impergrip, que c'est l'imperméabilisation et couche d'accroche, donc c'est un jour pour faire l'impergrip. Je m'assure que je prépare l'ouvrage, je fais ma couche de l'impergrip, RHF24, et point final. Jour d'après, je fais l'Accent Quartz. Une piscine de 90 mètres carrés, elle doit se faire un jour, 4 personnes. D'accord? Si c'est la première fois que vous le faites et vous voulez l'utiliser de formation, au maximal 2 jours. Mais pour être comme très, pour profiter et faire une formation, et peut-être tu fais les murs un jour et le sors le jour d'après, par exemple, 2 jours maximum, mais le normal, ça serait de le faire dans un jour
et éviter donc les joints de travail entre le sol et le mur. Le jour d'après, donc on est au 3e jour. Le jour d'après de l'axe quartz, on nettoie avec le décapant des actigel et on remplit la piscine. 3 jours. D'accord. 3 jours. Ah oui. Ah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est Surtout là, que comme nous, professionnel, c'est là où tu gagnes, où tu perds. C'est dans ces 3 jours-là. Surtout que nous là on est dans un schéma sur la première là comme on va shooter, on est sur un schéma où on parle de le projeter. Donc sur avec de une la machine, très bien, d'accord. de la projection Avec 90 mètres carrés, c'est en fait c'est un jour, même si tu le fais le malaxage à la main, hein, c'est pas la folie non plus. Hein. Oui, non, mais voilà, donc ça fait partie de tous ces schémas. On va y venir après sur le développement du. On va terminer la formation, mais c'est tout à fait, ça converge tout à fait sur le quoi. En fait, je veux lancer maintenant toutes nos énergies sur ce type de revêtement parce qu'aujourd'hui la demande elle est là. Nous, on oriente notre clientèle avec ce type de revêtement plus sur un aspect paysager. Oui, esthétique, ouais, pour le coup. Voilà, revêtement continu. Ici, c'est très culturellement, c'est très parlant parce qu'on a le lagon qui est très très proche. Donc au niveau visuel, lagon, tout ça parle aux gens. Et puis nous, en termes de business, 3 semaines contre 3 jours, je crois que voilà, la discussion s'arrête là. Hein, c'est pas besoin d'épiloguer plus loin. Pour moi, c'est comme ça, mais là, j'ai parlé surtout au niveau comme professionnel, parce que comme professionnel, ta limite, c'est le temps. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut avoir en compte. 3 jours, la piscine remplie d'eau. 3 jours remplis d'eau. Donc oui, alors qu'on a des temps de sèche, de polymérisation, quand c'est époxy, c'est la piscine, c'est un mois, une semaine normalement, hein, quand on respecte tous les temps de sèche. Oh, mais écoute, moi, un autre ajout pour celui qui est si important d'accélérer les temps d'exécution. C'est un exemple que je donne. Moi, ici, dans le sud de l'Espagne, j'avais une cliente, une femme anglaise, qui avait demandé sa piscine. On avait commencé à la construire en janvier. On avait commencé à construire la piscine. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait beaucoup d'entourage, on a commencé à travailler, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je sais pas, c'était le mois de mai, et on n'avait pas encore fini la piscine. On avait fait tous les autours, on avait fait tout plein de choses, mais la piscine, elle n'était pas finie. Et alors la femme anglaise, elle vient en pleurant, oh Fabrice, tu m'avais dit que ça te... Et je dis bon, écoute, ça nous a pris du temps parce qu'on a fait beaucoup de choses. Hein. Et alors elle me dit bon, c'est que mon petit-fils, il va venir d'ici quelques jours. Je le vois jamais, il va venir à l'Espagne, il va pas pouvoir se baigner dans la piscine parce que tu as pas fini. Et je dis non, mais attends, quand il vient ton petit-fils? Il dit en 3 jours il est là. Je dis il y a pas de problème, il va se baigner. Alors un jour imperméation, un jour axe quartz, et au 3e on était en train de remplir ici dans le sud de l'Espagne, on remplissait avec des camions, c'est-à-dire c'est des camions qui apportent de l'eau naturelle plus ou moins correcte parce que l'eau du réseau elle est très forte en calcaire et on peut pas l'utiliser commodément dans les piscines. Donc on l'avait rempli dans quelques heures. Donc 3 jours après, la piscine elle était remplie, la femme elle savait pas quoi dire, tu vois. Donc c'est un autre ajout aussi pour prendre en compte ces temps d'exécution, quelque chose de très important. Et puis une autre chose que toujours j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que quelquefois il faut l'expliquer, quelquefois il ne devrait pas avoir besoin de l'expliquer, mais c'est de se démarquer du reste, de faire quelque chose qui est différent. Dans notre zone, ces types de revêtements-là, ils sont en fait différents. Donc ça te donne une opportunité contre la concurrence. La concurrence, elle fait des piscines en liner. Toi, tu donnes de minéral, tu donnes le quartz. Tu fais quelque chose de différent. Tu vois, tu es en train de te donner au reste des clients avec une nouvelle opportunité, une alternative. Ça, c'est les éléments principaux. Ça, c'est aussi en espagnol. Désolé. Mais bon, là, ce que je vais expliquer, c'est en fait des produits alternatifs. Le motif, c'est que je veux montrer, vous les professionnels, je veux vous montrer qu'il existe d'autres revêtements qu'on peut parler comme de continu, mais en fait, ils sont très différents à ceux qu'on est en train de parler d'Axe quartz. Mais quelquefois,
dû à notre manque de connaissances, d'expertise dans ces types de revêtements, on peut penser que c'est la même chose, mais en fait non, ça n'a rien à voir. Donc là, ce que je suis en train de montrer, c'est un revêtement de sable et résine. Je sais pas comment ça s'appelle en France, mais bon, quelquefois ils appellent sable ou quartz ou sable, mais en fait c'est pas du mortier de ciment, mais c'est du sable tout simplement avec de la résine. Donc là on a, je sais pas si vous l'avez retrouvé là-bas, mais en fait c'est un produit qui, à différence de ce qu'on a vu sur la picture de la photo d'Axen Quartz, il est tout plein de trous, parce qu'en fait tu as seulement que les grains de quartz et la résine qui l'unifie, donc c'est tout plein de trous. Le problème, c'est qu'au moment où tu as des algues qui rentrent dans ce trou, t'es foutu. Ouais, c'est les piscines bio, c'est une polyuréthane avec l'agrégat. C'est exactement, c'est un type de cette marque. Voilà. Il y en a beaucoup. Là, tu as mentionné une marque, mais il y en a en fait beaucoup. Bon, beaucoup. Tu peux prendre du sable et de la résine et le faire toi-même avec, voilà. Mais en fait, ça, c'est un des problèmes qu'il a. Moi, en fait, avant de faire les systèmes Accent Quartz, moi, j'ai utilisé une fois ce type de revêtement. Très mauvaise expérience. En fait, la piscine, après 3 mois, elle se dégrainait parce qu'en fait, avec le chlore et avec la résine ou le plastique, il a un problème dans la piscine, dans l'intérieur de la piscine, dû aux produits chimiques, dû aux ultraviolets du soleil, c'est qu'il se brûle. Au moment où il commence à brûler, à se casser, les grains, ils commencent à se décoller et ça fait ce qu'on appelle ici un effet domino. Donc ça, tout finit par se tomber. Et 3 mois après, la piscine, l'unique piscine que j'ai fait comme ça, elle était très 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 rugueuse. C'est oui, antidérapant. Non, mais là tu pouvais pas marcher dessus parce que tu te laissais la peau et c'était la folie. Et tous les sables, ils finissaient dans le fond de la piscine. Donc ça c'est le sable avec de la résine. Ça c'est l'exemple des peintures, que ça se rassemble à l'autre que tu as mentionné, que c'est une peinture thermoformée, je sais pas comment ça s'appelle désolé en français, mais bon, une peinture qui se fait avec de la chaleur. Celle-là, c'est sûrement une peinture plastique chlorocaucho, on appelle ici, c'est chlorocaucho, je sais pas comment ça s'appelle en français, désolé. Mais bon, c'est des peintures qu'on appelle pour piscine. Et en fait, ce qu'on se retrouve beaucoup de fois, c'est avec ces petites bulles, que c'est rien que la vapeur d'eau, l'humidité qui n'arrive pas à sortir, et donc la peinture, elle s'affaiblit, elle se casse dans ces morceaux-là. Normalement, c'est des revêtements, la peinture, que ici dans ma zone, quelquefois ça continue à s'utiliser, en sachant qu'il faut le refaire chaque année ou chaque deux ans maximum. Tu dis oui, c'est très économique, mais chaque 2 ans ou chaque année je dois vider la piscine pour nettoyer, pour refaire la peinture. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est quelque chose de très fort à y penser, surtout dans les cas des hôtels. Et dans votre cas, je crois que c'est plus ou moins ça. Si l'hôtel il a une temporalité très haute, c'est-à-dire il ferme pratiquement jamais dans l'année, ça arrive dans quelques endroits du monde, comme dans les îles Canaries de l'Espagne et dans quelques parties de l'Espagne, où l'hôtel il est pratiquement ouvert toute l'année. Tu peux pas fermer pour faire la peinture, parce que l'hôtel il peut pas fermer. L'hôtel, il ouvre sa piscine, il doit avoir 5 ans, la piscine, 5 ans, au moins 5 ans, sans fermer. Et ça, avec une mosaïque ou avec une peinture, tu peux pas le faire parce que si tu vides la piscine, tu perds tes clients. Complètement. Donc, et puis, ici, par exemple, là où on est, on manque de l'eau. L'Espagne est un endroit très aride, très sèche. Et pourtant, on peut pas vider la piscine chaque année ou chaque 2 ans pour refaire la peinture. C'est pas viable au niveau de la perte d'eau. Et même en France maintenant, c'est pareil, hein. Il manque beaucoup d'eau. Et là, on voit le système de sable et résine, là où on a une lame en plastique. Ça, c'est un peu aussi l'exemple que je donnais avec l'imperméabilisation. Il faut faire très attention avec l'imperméabilisation, qu'elle soit pas élastique. En fait, là, c'est une imperméabilisation élastique, c'est une étanchéité. Système d'étanchéité, et on voit qu'il y aura toujours une séparation là où on se retrouve avec le système élastique. Et là, on peut voir le sable avec la résine, et même sur la photo, on peut se retrouver que on voit beaucoup les grains,
on voit en fait rien que les grains, parce que il n'y a pas de mortier de ciment au milieu qui fait la jonction. Tout simplement, c'est des grains collés entre eux avec la résine. Et c'est les parties où on voit c'est des grains qui se collent entre eux, c'est de l'air, ce qu'il y a, c'est des bulles d'air, là où on aura les micro-organismes qui rentrent et qui vont laisser. Après, ça va être vraiment difficile de nettoyer une fois c'est rentré. Voilà, ça c'est des alternatives qui sont en fait pas pensées pour être dans la piscine. C'était des systèmes qui se sont utilisés hors de la piscine pour d'autres choses. Quelqu'un a dit c'est très joli, je veux le faire dans ma piscine, mais non, ça sert pas dans la piscine. Ils ont essayé, on a essayé, c'est pas possible, on l'a laissé de côté. Demain, je sais pas, mais au moins au niveau de système, aujourd'hui, c'est pas viable pour l'utilisation dans une piscine. Et donc là, ce que je veux montrer un peu avec une vidéo en français, c'est, je sais pas si vous allez l'écouter, j'espère que oui. C'est l'origine en fait des piscines et du système de revêtement comme accent quartz, c'est-à-dire de mortier de ciment. Voilà, c'est une Veni, vidi, vici, comme dirait l'autre. Bah, Jamy, ça va pas, tu te prends pour un Romain? Vous écoutez? Ah non, pour un galop romain. Moi, ça passe en Le accéléré. pont du je Gard, la vois c'est pas. évidemment la pièce la plus vois pas la spectaculaire vidéo de cet aqueduc. C'est Je la même vois, mais c'est en le accéléré, plus il y a haut pas les pont paroles, hein, c'est aqueduc normal. jamais construit par les Romains. Ben, ça 48 devrait mètres de haut s'écouter. sur 3 étages. Et les Oui, mais architectes je de la l'époque cherche l'ont sur conçu YouTube, pour sinon, pouvoir résister c'est aux pas crues sorcier parfois avec très Jamy violentes et de la machin. rivière. Et voilà, nous Mais en sommes fait, au 3e étage, on à l'entend pas. l'intérieur même On du l'entend pas. canal. Ah, bah, désolé, Autrefois, désolé, à les l'époque gars. gallo-romaine, Ce qu'on voit, en le fait, niveau c'est de le l'eau pont- je crois que c'est le arrivait pont de à peu Gard. près à hauteur Et j'ai pris d'épaule. comme un Pour exemple, assurer l'étanchéité, parce qu'en fait, il y les a murs beaucoup de gens étaient qui te enduits demandent, avec bon, une et sorte de l'accent quartz, mortier, quelle est la et puis durabilité, tout le combien de canal temps ça dure. était Et moi, ce recouvert que j'essaie d'épaisses d'expliquer, dalles. c'est que Aujourd'hui, il en ces manque systèmes de quelques-unes. mortier de Et ciment, tout ça, on Jamy, les pour faire utilise, passer de l'eau. depuis il y a des milliers d'années. C'est des systèmes très habituels ici, au moins au niveau de l'Europe, dans tous les ouvrages hydrauliques. Les anciennes piscines qu'ils ont, on parle environ 2000 ans, ils sont en fait avec un revêtement de mortier de ciment. En fait, c'est un ciment naturel, c'était pas un ciment artificiel comme maintenant, mais bon, c'est le même système. Earlier, you do C'est un get an ciment understanding of just how hydraulique, deep this Et en bath fait, on peut actually voir que is. c'est We filmed it for des over about systèmes 6 qui ont fonctionné hours, pendant des milliers and you do get an understanding sans aucun of problème. Ce qu'on what voit is aussi, c'est que- revealed once the water's drained, and it's actually taken through and below the parade gardens and out to Pulteney Bridge. Is that right? That's right. That's where it comes out by the weir in Bath. And what else do you see? Because it's quite a rare site, isn't it? It is, yeah. Donc on part toujours. Vanessa would appreciate that. Okay, last question as we walk back. De l'utilisation des mortiers. Ça, par So exemple, c'est une exciting. piscine, Is elle how est pas long si will vieille, it mais c'est take environ to fill up, and 200 ans how une do fois you qu'elle fill it up? cette piscine Well, that's a very good question because c'était en Angleterre it fills in et on voit from que le the spring, revêtement c'est quoi? C'est un mortier de ciment. and it's been very dry here for a couple of weeks. Donc en Right. fait c'est So des systèmes our flow into que here is quite ils slow. vont servir Right. vraiment Take quite some avec une time. durabilité Okay, but- très 30 haute. days. Is it puisqu'en that plus, thing that c'est ce fills- qu'on appelle qu'ils sont amis de l'eau. C'est-à-dire ils se it. combinent avec l'eau. C'est des mortiers hydrauliques. Okay, so that's On a besoin de l'eau pour les faire fonctionner. Ils sont aussi très bons pour se maintenir avec l'eau. Ça, je le montre souvent parce que, par exemple, toi, Nicolas, quand tu as mentionné des différents revêtements pour piscine faits en mortier de ciment, tu as mentionné 2 marques au début de cette formation. Et les 2 marques étaient, une, elle était australienne, et l'autre, elle était des États-Unis. Voilà. Et moi, j'explique ça parce qu'en fait, l'origine de ces systèmes, c'est une origine culturelle de l'Afrique, de l'Europe. C'est une origine de partout, mais surtout pas de l'Australie ou des États-Unis. Donc, on s'habitue parce qu'au niveau commercial, c'est eux qui sont utilisés plus depuis les dernières années. Et c'est vrai en fait que les endroits du monde où les piscines ils sont plus de ciment, c'est les États-Unis et l'Australie. Ici, par exemple, nous à l'Europe, France et l'Espagne, on a beaucoup de coutumes de la mosaïque, de la céramique en général, mais c'est plus ancien que ça, l'utilisation des mortiers de ciment. Et donc là, je vais rentrer directement, là, on finit avec accent quartz. La partie de comment on va faire l'application, c'est la partie importante que tu dois expliquer toi maintenant professionnellement aux ouvriers pour leur faire comprendre comment l'utiliser. Alors on va voir différentes solutions. La première plus basique, c'est celle que vous allez utiliser dans votre cas, c'est
HF24 impergrip, donc l'imperméabilisation, et Arc 5 quarts, donc le revêtement. On a aussi l'option du mortier technique. Vous voyez le mortier technique avec la trame, de l'utiliser comme on avait mentionné en avant avec les différents supports pour unifier différents supports. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est en détail quand on va utiliser un système ou bien quand on va utiliser l'autre système. Donc là, ce que je vous montre, c'est le support idéal, les supports idéaux. Et c'est le cas où on dit, par exemple, j'ai un client, ou bien vous, professionnellement, pour votre système, vous disiez, je veux faire Arc 5 quarts, c'est le revêtement que je veux pour mes piscines. Alors, quel est le support que je dois utiliser? C'était le support idéaux. Je fais mon support en pensant, premièrement, avec mon revêtement. Alors, le support idéaux, c'est du béton banché. Et ce qui est pareil, le béton projeté, uniquement ce qui change, c'est le système d'application, mais en fait, c'est du béton avec de l'acier dedans, donc c'est exactement pareil. Et là, je vais vous montrer deux détails importants. Dans le cas du béton banché, regardez l'escalier que vous avez. Donc, vous m'avez déjà dit que là-bas, vous utilisez des escaliers en béton. Donc là, c'est parfait parce que c'est l'idéal, en fait. C'est utiliser que tout le support soit en béton. On se retrouve habituellement, ça peut arriver sur la France avec des problèmes. Si cet escalier est fait en briques, ça m'est égal quel est le revêtement. La première partie qui va être cassée dans la piscine, c'est l'escalier qui est fait en briques. Ça, c'est sûr. Vous rentrez une piscine qui a de la mosaïque et vous voyez que la partie qui est affaiblie, c'est la mosaïque, c'est l'escalier. Aussi, la partie qui est dans le bord, qui est fait en briques, le bord supérieur du mur, c'est seulement les 10 cm d'en haut, ils sont cassés. Pourquoi? Parce que c'est pas du béton, c'est c'est des briques ou c'est d'autres choses, du mortier, mais pas du béton. Alors ça, c'est un exemple que je veux donner. Et puis après, là, c'est un autre exemple qui n'est pas tellement habituel dans la France, avec le béton projeté, mais c'est intéressant aussi. Ça, c'est un exemple des compagnons qui sont aux États-Unis, au Texas. Et alors, là, vous voyez les tuyaux qui traversent le béton. Comme le béton, il a été projeté, ce qu'ils ont fait autour du tuyau, c'est ils ont fait un petit retrait du béton pour après le sceller avec le mortier de réparation R3, R4 selon la normative européenne pour assurer qu'on va pas avoir de perte d'eau entre le tuyau et le béton. Quand tu nommes R3, R4, on parle d'un béton de repacification du béton, hein, tu confirmes? C'est le R3, R4, on appelle selon la norme européenne, c'est résistance 30 mégapascal pour le R3 et résistance 40 mégapascal pour le R4. On parle de résistance à la compression. Donc en fait, c'est des mortiers qui ont une résistance très haute et normalement ça s'utilise pour réparer les bétons. Donc normalement, tu peux le retrouver peut-être commercialement comme mortier de réparation ou mortier structurel peut-être. Ça ne substitue pas à un joint hydro-expansif que l'on aurait pu positionner au niveau de la traversée de parois. Voilà, ça n'a rien à voir. La jointe hydro-expansive, il faut toujours la faire. Ça, c'est au niveau du bétonnage. C'est toujours une bonne idée de le faire. En fait, c'est quelque chose de très standard. Mais ici, ce qu'on parle, c'est qu'avec le mortier de haute résistance, anti-retrait ou de basse rétraction, c'est que tu as la partie en plastique qui peut toujours avoir des dilatations et la partie en béton avec le mortier de réparation. Ce que tu fais, c'est assurer qu'il n'y a pas de point entre le béton et le plastique où l'eau elle peut rentrer. Voilà. Et comme le mortier que tu vas utiliser, il est de basse rétraction, il va pas retraire, je sais pas comment ça dit, désolé. Il va éviter de laisser des petites parties où l'eau puisse rentrer. C'est pour éviter la perte d'eau qui va se produire généralement autour de ces points. Si tu as une perte d'eau dans un bassin, ou bien c'est à travers des tuyaux, ou bien c'est dans un point singulier qu'on appelle ici. Voilà, c'est sûr, pratiquement sûr. Alors, juste j'interviens parce que là on bosse, donc là on commence dans le vif du sujet, donc ça m'intéresse. Nous, dans le groupe de béton ponché, on va travailler comme ça. On va déjà faire un travail de ponçage sur le radier pour éviter toute forme de laitance, choses comme ça. Un nettoyeur de pression également sur les voiles, un ponçage ou un nettoyeur de pression s'il y a des résidus de l'huile de décoffrage. Voilà. Donc là, on va shooter comme ça. Si on a une reprise au niveau de la rase, on va faire un piochage mécanique, donc c'est-à-dire on va venir poinçonner et insérer éventuellement des ferrailles. S'il y a beaucoup à rattraper, s'il y a que 2-3 cm, s'il y a que 2-3 cm,
Voilà. Si à 2-3 cm, on va travailler avec un mortier de repacification style R3, qu'on va venir solidariser au voile béton. Globalement, voilà, là-dessus, ça c'est sur nos préparations. Et quand on va travailler sur une piscine qui aurait été faite en parpaing banché, donc qui aurait été recouvert d'un enduit, normalement dans les règles de l'art de 2 cm d'épaisseur, normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Là on le sonde donc, pour voir qu'il n'y ait pas de décollement, et lui aussi par contre le nettoyeur haute pression, déjà pour réhumidifier le support, mais aussi pour enlever toutes les traces qui pourraient être organiques, les mousses, les lichens, et enfin toutes choses comme ça. Donc je sais pas si ça aussi préconise. On va le voir ensemble, les questions des parpaings. Ouais. Mais tous les systèmes que tu as dit sont selon ce que je comprends comme règle de l'art. En fait, c'est vraiment très bizarre de retrouver quelqu'un qui connaît ces systèmes, parce que tu trouves n'importe quoi. Tu trouves n'importe quoi dans les piscines. Les piscines, c'est la partie la plus dégueulasse des constructions. Là, ce que je montre maintenant, c'est les supports que j'appelle supports admissibles. Donc, c'est pas un support idéal, mais ça peut servir. C'est le cas des blocs à brancher. Le bloc à brancher, en fait, là, vous voyez l'acier, il a du béton dedans, donc, écoute, ça va résister correctement, la structure, elle va correctement résister. Je craigne pas pour la structure sauf qu'elle soit vraiment très profonde, la piscine, mais une piscine de 1,50 m, que c'est l'habituel, c'est le plutôt habituel, avec ces types de structures, c'est parfaitement correct. Uniment, ce qu'il faut ajouter, c'est la partie qu'on disait du mortier technique avec la trame. Alors là, je vais faire un petit stop parce que tu as parlé plusieurs fois des piscines de structure de blocs à brancher. Et alors là, ce que je vais expliquer, c'est en utilisant un peu la logique du fascicule 74, même si le fascicule 74, il peut pas s'appliquer pour les piscines de blocs à brancher. C'est seulement pour les piscines de béton, mais en appliquant le même raisonnement, la même logique de la construction, c'est qu'on considère que entre chaque bloc qu'on a, entre chaque parpaing, c'est comme si on aurait une jointe de travail. Et alors, ces jointes de travail, on doit les fermer avec le mortier technique pour éviter d'avoir des pertes d'eau entre eux. Donc, dans ce cas-là, une piscine en bloc à brancher, on fait toute la piscine avec le mortier technique, avec la trame. D'accord. Parce alors, que moi, toi, tu as mentionné quelque chose, et c'est que ces piscines en parpaing, en bloc à brancher que vous avez normalement, elles ont un enduit d'environ 2 cm par-dessus. Oui. Voilà. Pour moi, au niveau de la logique constructive, c'est correct. C'est un système correct. Mais je me suis retrouvé avec des soucis en utilisant ce système, et pourtant je le déconseille, au moins dans la partie ici de l'Espagne, France et Portugal, je le déconseille. France, ça s'utilise aussi beaucoup et je le déconseille. Je conseille directement sur les blocs à brancher, traités avec le mortier technique et la trame. Et maintenant, je vais expliquer le motif pourquoi je déconseille d'utiliser cet enduit au milieu. Voilà. En fait, ça m'est arrivé au moins une fois, et ça arrivait plus de fois, à moi plusieurs fois, mais surtout une fois. J'étais dans un ouvrage. C'était des professionnels qui faisaient sa première piscine à 5 quarts. Ils s'étaient habitués à la céramique, donc c'était la première fois pour eux. Je me suis rapproché à l'ouvrage, et ils étaient en train de faire l'axe 5 quarts. Et à un moment donné, dans le revêtement, dans l'axe 5 quarts, j'avais retrouvé comme des grains de poussière, des grains de sable, de la terre. Et alors, je suis habitué aux ouvrages, et j'ai dit aux compagnons qui étaient en train de travailler, écoutez, faites attention, là où vous êtes en train de marcher, je crois que vous êtes en train d'apporter du sable dans vos pieds, de l'entourage qui était en sable. Bon, ils se regardent les chaussures. Non, Fabrice, moi je suis propre. Et alors, d'où elle vient, cette terre? Cette terre, elle venait précisément d'une couche préalable faite sur le support, que avec le grattage de la truelle, il était en train de se défaire. D'accord. Et donc, pourquoi je déconseille les couches intermédiaires?
au moins dans les zones, au moins dans le standard. Par statistique, je les déconseille parce que celui qui fait la pâte, ça peut être un maçon, mais ça peut être quelqu'un qui est venu, il sait absolument rien de construction, il est en train de mélanger le ciment et le sable, il sait pas comment il est en train de le faire, comme c'est le cas que je mentionne, où il avait oublié mettre le ciment. Ça peut arriver. Donc voilà, tu fais un enduit où pratiquement tu as pas de ciment et puis ça va pas tenir là-dessus, tu vois, ça va pas tenir sur cet enduit. Et d'autres fois, ce que je me suis rencontré, et toi tu l'as mentionné parce qu'en fait toi tu te l'as rencontré aussi, Nicolas, c'est pour ça que tu l'as mentionné, c'est que tu as dit que tu faisais un sondage sur cet enduit que tu avais préalable. Et si tu fais cet sondage, parce que comme c'est un enduit de mortier de ciment, tu peux retrouver des parties qui sont pas bien collées, ils sont peut-être creux, et si tu fais l'accent quartz ou n'importe quel revêtement sur un support qui n'est pas correct, c'est question de temps que tu peux avoir un problème. Donc, pour moi, éviter ces couches intermédiaires, c'est éviter d'avoir avec la statistique, c'est éviter d'avoir des problèmes. Voilà, plus de couches j'en ai, plus de problèmes je peux me retrouver. Donc moi, je conseille mieux utiliser le mortier technique avec la trame, c'est très fin, donc on va pas pouvoir corriger de gros espaces, ça c'est clair. Mais en général, dans ce que je trouve, c'est assez correct au niveau de planité, au moins pour une piscine de revêtement continu, parce qu'on cherche jamais la planité parfaite dans ces types de revêtements, on cherche quelque chose de plus fait à la main, voilà, c'est fait à l'œil, donc on cherche un peu d'onctuosité dans le revêtement, donc ça ne nous gêne pas. Et donc moi je conseille toujours de faire le mortier technique. Également, je veux pas que tu penses que Fabrice il a dit jamais de faire le système avec 2 cm d'enduit. C'est pas ça. Tout simplement, j'essaye de faire comprendre à tout le monde, professionnel ou pas, d'utiliser d'essayer au moins d'utiliser la logique. Tu peux le faire sur un enduit, comme tu as mentionné, oui, mais tu dois t'assurer que cet enduit il est bien fait, il est résistant, il est dur, il est bien collé. Nous, je te parle de notre société, puisqu'on en fait, on construit des piscines aussi en parpaing banché. Donc déjà, nous, elles sont conçues de façon monobloc. On fait ça avec des titans blocs, tu sais, donc les voiles en même temps que le radier, donc on les coule le monobloc. Parfait, super. Voilà. Et après, quand on projette l'enduit, on le projette en 2 phases. Première phase en gobetti avec un adjuvant, et la seconde phase sans adjuvant, et on le projette. Donc on le projette et on le ferre. Donc là, à ce stade-là, ma piscine est 100% étanche. Mais ça, c'est quand on les construit. Après, quand on intervient sur la phase décorative, souvent. Et voilà. C'est pas pareil, oui, c'est clair. Mais malheureusement, on intervient souvent trop tard. On nous sollicite l'enduit. Quand le client il a un problème, c'est quand il t'appelle, non? Pas quand quand tout est parfait, il t'appelle pas, non? Ou il t'appelle moins, on va dire. Il t'appelle pas. Mais voilà, mais tout ça pour dire que souvent on nous appelle sur des piscines qui ont été réalisées, qui sont neuves, et le maçon a livré avec l'enduit. Donc c'est pour ça qu'on décontamine, on sonde, mais souvent quand on va arriver, l'enduit va déjà être réalisé. C'est un petit peu, c'est souvent comme ça que ça se. Mais en fait c'est parfait. Le système que vous utilisez, donc il est parfaitement valable. Là, ce que je vous conseille, c'est directement sur ces piscines, une fois que vous avez fini votre enduit, de faire HF24 impergrip et accent quartz. Ça y est. Vous n'aurez pas besoin du mortier technique parce que, comme tu as bien dit, une fois que tu as fini ton enduit, ta piscine, elle est étanche, en fait. Elle est, voilà. C'est fini. Uniquement, tu as besoin de l'HF24. Et dans ce cas-là, je te recommande l'HF24 seulement pour une question parce que, en fait, tu as pas besoin de l'HF24 pour imperméabiliser puisque tu es, on va dire que tu es étanche avec 2 cm d'enduit plus ou moins corrigé ou adjuvé, tu es étanche. Mais l'utilisation d'HF24, c'est aussi pour faire plus commode l'application d'accent quartz. Donc tu vas éviter des erreurs d'application si tu utilises l'HF24. C'est pour ça que je le recommande, même si ta piscine elle est déjà étanche. Non, on ne triche pas. Alors là, par contre, Fabrice, je te le dis, nous concernant, moi, il y a un cahier des charges, il sera toujours respecté. J'ai une question, je la poserai, mais je vais pas faire d'économie de bout de chandelle sur une épaisseur. Non, ça c'est pas, ça fait pas partie de nos politiques, parce que même en faisant bien, on peut arriver à être embêté, donc on va pas commencer à jouer. Je te rassure. Tu parles exactement comme moi. C'est-à-dire, moi, je dis, si je fais tout parfait, quelquefois, il y a des choses qui tombent mal. Donc si tu le fais mal, la probabilité elle augmente, c'est la folie. C'est ça.
Voilà. Ben en fait, moi, l'utilisation d'HF24, c'est parce que tu vas avoir donc un support qui est plus ferme, un peu plus étanche, un peu plus imperméabilisé. Donc, quand tu fais ton revêtement avec 5 quartz, si ton support il est trop poreux, il peut absorber l'eau du revêtement et puis il peut finalement te faire par exemple que l'axe 5 quartz ou que l'enduit il sèche plus vite, c'est plus incommode de l'utiliser. Et en général, par exemple, l'HF24 Imperlibre, que c'est celui que vous allez utiliser, il a un aspect rugueux. Donc ça, c'est mieux au moment de jeter 1 centimètre d'enduit par-dessus, c'est mieux si c'est rugueux. Donc ça évite même si on va faire un petit gobetti, ça on va le voir au niveau de l'application, mais ça va faire beaucoup plus simple l'application. Moi, depuis il y a 4 ans, que je suis arrivé à Madrid à l'usine. Et une des premières choses, l'enduit, il a toujours été pratiquement pareil. Mais il y a des petits changements que tout le temps on a fait sur nos produits. Et tout le temps l'idée c'était, oui, le produit il est fini, il est parfait, il est comme il doit être, point final, oui. Mais on va essayer que ça soit plus simple à utiliser. Parce que plus simple c'est à utiliser, moins de problèmes tu auras. Ça c'est toujours comme ça. Tu simplifies ton chemin, ça sera plus commode à utiliser, tu auras moins de problèmes. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces couches, tous ces systèmes de moins de couches. Maintenant, on a l'HF24 Imperlibre, que c'est imperméabilisation et couches d'accroche 2 en 1. Pourquoi? Pour réduire les quantités de couches. Tu réduis les quantités de couches, tu réduis les probabilités d'avoir des problèmes. Voilà. Avant qu'on oublie, Fabrice, j'ai une question, s'il te plaît. Selon la conception de différentes piscines, je vais me retrouver donc à devoir faire en 2 phases la pose de l'axe en quartz. Des fois par rapport à des questions de taille ou par rapport à des questions de géométrie. Toujours, c'est normal. Voilà. Alors, imaginons que je dois le faire en 2 temps. Mes voiles et ensuite mon radier. Dans ce cas-là, je passe mon HF24 sur l'intégralité du bassin et c'est pas grave après si le désactigel est en contact avec la HF24 sur le sol. Qu'est-ce qu'il faut après que je fait, moi, ce que je préfère, bien sûr, on parle de différentes tailles, mais en général, même si elle est très grande la piscine, c'est toujours mieux de faire l'imperméabilisation, l'HF24, de le faire complet. Maintenant, tu attaques, tu fais comme tu as appelé les voiles. Tu fais attention d'essayer de pas salir trop le radier parce que sinon ça peut te difficulter à l'adhérence du mortier que tu vas faire du radier. Mais je fais toute l'imperméabilisation du coup, je fais les voiles, je fais le radier et une fois j'ai fini absolument tout, je nettoie avec le désactigel. Ça c'est l'idéal. Même si la piscine elle est très grande, c'est la façon de le faire la plus commode. Et c'est en fait celle que je recommande. Chose, parce qu'au maximum, si la piscine elle est très grande, ici on peut avoir des piscines de 1200 mètres carrés de revêtement. Normalement, ce que tu fais, c'est maximum 3 jours, c'est-à-dire tu le fais avec plus de personnes, tout simplement, voilà. Et comme ça, tu t'assures de le faire plus vite. C'est comme on a dit, la vitesse d'exécution, elle est importante aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la possibilité de faire un jour les murs et le lendemain le sol en quartz. Et après, le surlendemain, tout désactiver. Ça, c'est impossible. Je comprends pas. Tu peux pas faire les voiles un jour, le radier l'autre et le troisième nettoyer et remplir? Ouais, en fait, c'était ça. C'est parce qu'en fait, si un jour je suis embêté, je ne peux faire que les murs. D'accord? Je ne peux pas faire le sol. Je ne peux faire que les murs. Le lendemain, je dois faire mon désactive gel. On est d'accord? Non, tu ferais le sol. Voilà, c'est pas grave s'il y a 24 heures je peux faire le sol et donc après le surlendemain faire le désactigel sur les 2 zones. En fait, c'est pas un problème, uniquement une chose qu'il faut avoir en compte, c'est que plus le temps il passe, plus c'est difficile à nettoyer la laitance avec le décapant. Mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grand chose. Moi je le dis parce qu'il y a des gens qui nous, on dit maximum 3-5 jours, dépendant des conditions climatiques. 3 à 5, maximum 5. Normalement, je trouve des gens ça leur prend 2 semaines de nettoyer et remplir la piscine. Voilà. 2 semaines après, ça sert à rien. Le ciment, il a déjà pris tout ce qu'il avait. Non. Mais bon. 2-3 jours. 4 heures. 2-3 jours, il n'y a pas de problème, Nicolas. 2-3 jours, c'est pas un problème. Super. Et pour moi, c'est beaucoup mieux de le faire tout ensemble. Tu finis tout ensemble, tu remplis la piscine tout ensemble. Pour moi, c'est mieux, quoi.
Si jamais, Bien sûr. mais je veux que tu comprennes que c'est pas une impossibilité. C'est pas que je te dis non, tu dois attendre à avoir tout fini. Non. Si demain, toi comme technicien que tu es, tu considères que, écoute, ça va être mieux de nettoyer les murs aujourd'hui, et parce que je sais pas quand je vais faire le sol ou que ce soit, je sais pas. J'aime pas de donner des directrices trop fermes, parce qu'en fait, je connais les ouvrages. Les ouvrages, ils sont ouverts. Alors, il faut tout simplement comprendre le pourquoi pour adopter la meilleure solution possible au niveau de la technique. Demain, peut-être, dans un ouvrage, tu devras faire les murs, les nettoyer avant de faire le sol. Tu sais que ça peut se faire, tu feras attention à pas faire trop de dégâts avec le désactigel dans le sol, tu vois, éviter au maximum que ça soit le plus propre possible, parce que le problème, c'est que quand tu finis les murs, tu les nettoies, tu as beaucoup de laitance, de produits du décapant, de l'acide qui tombe sur le support, et alors tu dois nettoyer très bien avant de continuer. Tu prendras attention à ça, mais tu peux toujours le faire, c'est toujours une option, d'accord? D'accord, c'est noté. Voilà, et l'autre exemple que j'ai ici, c'est de le faire directement sur la mosaïque en utilisant le mortier technique avec la trame. Donc, en fait, là, c'est un peu ce que tu as mentionné, c'est comme quand tu fais une piscine, partie esthétique d'une structure que tu as pas fait toi, non? Logiquement, le risque, il est toujours assez grand, mais bon, si la piscine elle est rigide, les couches sont correctes, tu pourrais toujours faire sur la céramique, tu pourrais faire ton mortier technique sans devoir enlever la céramique. Ça, c'est une option en fait qu'on donne, parce que moi, ça m'est arrivé et j'aime beaucoup de le montrer parce que ça peut arriver. Moi, ici à Madrid, par exemple, il y avait une entreprise, je crois que cette année-là, ils ont fait une piscine, ou bien le fin de l'année dernière, ils ont fait une piscine qu'elle était en céramique. Une piscine très ancienne en céramique. Elle avait, je sais pas, plus de 10, 15 ans, 20 peut-être, je sais pas. Alors, cette céramique, elle est collée normalement avec du ciment. Cette céramique, elle est collée avec du ciment sur le béton, et ça va jamais se décoller pratiquement. C'est vraiment très résistant parce que c'est du ciment avec du ciment et plus de ciment, et donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils avaient pas fait la formation, ils avaient pas considéré de faire le mortier technique sur la céramique. Et alors, ce qu'ils avaient fait, c'était enlever la céramique. Quel est le problème? Parce qu'au début, tu dis, bon, c'est toujours bien si tu enlèves la céramique. Non, oui, d'accord, c'est toujours bien. Mais le problème, c'est que quand tu enlèves la céramique, tu fais tout plein de trous de partout parce que ça se décolle pas. Tu vas pas l'enlever, tu vas pas le décoller. Sinon que tu vas pratiquement tailler la pierre. Tu vois, tu vas creuser la pierre. Donc, le revêtement, c'est-à-dire le support, finalement, une fois que tu as fini d'enlever ta céramique, il est dégueulasse. Il est tout irrégulier, il est tout cassé, il est tout... Alors que tu aurais dit, j'aurais dû le faire sur la céramique, au moins c'était plat. Et c'était résistant, tu vois. Donc, il faut toujours jouer avec ça. Mais bien sûr, il faut considérer que les couches précédentes, elles soient correctes avant de faire ton système par-dessus. Sinon, il y a toujours un risque. On est dans le même cadre de rénovation, c'est-à-dire que si on considère que plus de 5% de décollement, je dois considérer avoir enlevé la totalité ou moi en fait c'est pas tellement le pourcentage, mais c'est la façon dont elle s'est décollée. Par exemple, quand tu arrives à une piscine et il y a une partie qui s'est décollée, ce que tu dois savoir, c'est pourquoi. Si tu sais le pourquoi, ça peut être important ou pas. Par exemple, si tu arrives à une piscine et il manque beaucoup de mosaïques, mais il manque un peu de partout. Tu vois, un ici, un là-bas, c'est un peu de partout. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, si tu as pratiquement toute la mosaïque, mais celle qui s'est cassée, c'est celle de l'escalier, fais attention à l'escalier. L'escalier, elle peut avoir un problème. Si la mosaïque, elle s'est endommagée, tu dis oui, c'est moins d'un 5%. Oui, mais tout le 5%, il est centré dans la ligne d'eau, parce que c'était un ajout sur le béton, et non, fais attention, répare-le bien, parce que c'est la partie qui peut te faire du mal. Et en général, si tu as un peu de mosaïques qui sont parties un peu de partout, mais en faisant ton carottage, tu vois que sous la mosaïque, tu as des micro-organismes ou des taches noires ou marron ou vertes. Ah mon pote, là tu as un problème.
parce que tu as une infection sous la mosaïque, donc tu dois enlever la mosaïque parce qu'elle est infectée par en bas, et même si elle va tomber peu à peu, l'infection est par l'intérieur et ça va finir par tomber. Donc il faut faire attention, pas à la quantité en pourcentage, mais au motif qui est en arrière. Voilà. J'ai 2 questions techniques qui sont pour moi très importantes que je retrouve régulièrement. On est là pour ça. Au niveau de la rase, souvent, j'ai les piscines qui ont été conçues et ils sont venus en recouvrement avec la chape. Donc, je vais avoir le problème de la fissuration, tu sais. Donc, sur les 2 pièces rapportées, la chape qui est rapportée sur la rase. Tu me comprends jusque-là? Oui, tu as le mur de la piscine et juste en haut, ça fait environ 10 cm, non, d'ajout de différents matériels pour arriver, non? Donc là, qu'est-ce que tu me préconises en termes de réparation? J'ouvre et je répare soit avec un mortier de réparation style R3 ou je répare avec un mortier de réparation époxydique. Et si c'est époxydique, est-ce que c'est compatible avec le NT2G et l'OHF24? N'importe quel mortier de réparation est compatible, même s'il est bicomposant ou époxydique, parce qu'en fait, il n'est pas élastique. Le problème, c'est l'élasticité, mais un mortier de réparation, il n'est pas élastique. De toute façon, il faut regarder bien sûr chaque projet en détail. Donc si tu as le mur et la partie d'en haut du mur, c'est une arrase comme tu l'as appelé avec des briques ou avec du ciment ou que ce soit, ce que tu dois t'assurer premièrement, c'est que ça soit solide, ça soit correct au niveau de stabilité, ce support il soit stable, il soit correct. Bien sûr, si c'est des briques qui sont mises de n'importe comment, écoute, c'est mieux de les enlever et de faire avec du béton ou avec un mortier de réparation. Après, si c'est seulement une partie superficielle, la solution que tu lui as donnée est la correcte. Un mortier de réparation est à partir de R3, R4, un corrigé, comme tu as dit, avec d'adjuvants ou bicomposants. Si c'est un mortier structurel réparation, il n'y a pas de problème pour que ça soit bicomposant. Uniquement, tu t'assures qu'effectivement, tu as un support qui soit correct, qui soit rénové, qui soit assaini. Et puis, également, une chose que tu vas faire, même en assainissement, c'est faire le mortier technique avec la trame. Parce que, au moins, c'est, si on suit le fascicule 74, parce que ce qui dit le fascicule 74, c'est que cette partie que tu as refait ou assaini avec ton mortier de réparation, en fait, le support, il est différent au reste du béton. Donc, l'idée de faire le mortier technique avec la trame, c'est, entre autres, c'est d'éviter des spectres, c'est-à-dire si tu as un support différent à l'autre, l'absorption d'eau peut être différente et ça peut affecter à l'aspect final du revêtement que tu vas faire par-dessus. Dans ton cas, si c'est tout du white sand, c'est pas de problème, mais c'est toujours bien de l'avoir en compte. Donc tu ajoutes ton mortier technique avec la trame dans cette partie-là et puis ça y est, comme ça tu t'assures. Éclaire-moi sur un point technique, s'il te plaît, parce que si un jour on me pose la question, je vais pouvoir être capable de répondre. Le mortier technique MT2G, il a une classification de C2S2. C2S2, si je me réfère au mortier colle carrelage, c'est des colles à haute déformabilité. Or, tu me parles depuis tout à l'heure qu'il ne faut pas de déformabilité. Qu'est-ce que j'ai pas compris? En fait, la différence, qui est pas n'importe quoi, c'est la quantité que tu te déformes. En fait, c'est ce que j'expliquais avec le système d'imperméabilisation HF24. Quand quelqu'un voit l'échantillon de l'HF24, il dit ah oui, mais ça c'est flexible, ça bouge. Oui, mais la différence c'est combien ça bouge. Parce que ça bouge, parce que c'est légèrement élastique aussi, tu vois. Mais c'est la façon dont on parle, les expressions qu'on utilise changent beaucoup. Quand on dit élastique, c'est parce que normalement ça supère les 0,75 mm, donc 0,7 mm d'élasticité. Si ça supère les 0,7 mm d'élasticité, c'est trop élastique pour un revêtement rigide. Mais en fait, un ciment, une colle de ciment, même si c'est une S2, en fait, ça va jamais arriver aux 0,7 mm d'élasticité. Ça pourrait arriver le jour de lendemain, mais au jour d'aujourd'hui, les matériels qui accomplissent cette norme, normalement, ils sont valables. L'unique différence que tu as importante du mortier technique MT2G en référence à une autre mortier colle, c'est que les autres mortiers colle, en fait, ils sont pensés pour coller deux objets, et donc deux objets, mais quand le mortier colle, il est en frais. Alors, le problème, c'est que le mortier colle, une fois il est sèche, il laisse normalement une poudre blanche, que c'est précisément ce que tu as dit,
que ça te faisait des incrustations dans la céramique. Cette poudre blanche, comme tu as bien dit, c'est de l'hydroxyde de calcium. Et donc, cette poudre blanche, elle te donne un problème à l'heure de coller par-dessus quelque chose. Parce qu'en fait, tu es en train de te coller sur une poudre blanche. Donc, c'est pas une bonne idée. Tu dois te coller sur un support qui soit propre. Donc, le mortier technique, la différence, c'est qu'il limite à la maximum la quantité d'hydroxyde de calcium que tu as superficiellement pour que tu puisses te coller par-dessus de façon commode. D'accord. C'est noté. Tu as répondu à mes questions. Je te remercie. Parfait. Parfait. Mais alors là, je continue avec les supports qu'on appelle des supports non admis. Et tu vas voir que moi, il y a des fois, Sébastien, je sais très bien, je suis très brut, mais je crois que je suis très clair aussi. Alors là, je vais voir une petite photo. Je sais pas si tu arrives à la voir bien. C'est un espèce de parpaing, c'est des blocs, mais en fait, c'est des blocs qui sont construits avec un plastique. C'est une foam, je sais pas comment ça s'appelle, désolé en français, j'oublie toujours. Je comprends. C'est tout ce qui est destiné à recevoir du liner. En fait, on va dégager les water rapportés ou tout ça. Voilà, tout ça, c'est niet. On fait pas. Voilà. Ben, en fait, c'est ça. Okay. C'est un système qui est pensé pour le liner. Il n'est pas pensé pour coller un mortier par-dessus. Donc, c'est pensé pour quelque chose qui est désolidarisé. Donc, moi, il y a une parole que j'utilise. Après, une parole, c'est une parole. Chacun peut l'utiliser comme il veut. Mais il y a une chose qui est non admis. Non admis, c'est le plastique. Non admis. D'accord. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ces piscines-là? Ces piscines-là qui sont faites, en fait, la structure, c'est une structure en béton. La structure, c'est du béton, en fait. Le problème, c'est que au milieu du béton, c'est-à-dire entre le béton et ton revêtement, tu as une partie qui est en plastique. Donc moi, je me suis retrouvé des entreprises, des professionnels qui ont fait des systèmes Accent Quartz sur des piscines comme ça. Et puis après 2 ans ou 3 ans, ils te disent, écoute Fabrice, moi je l'ai fait et ça fonctionne. Il y a pas eu de problème. Non, fais attention à ce que tu dis. Ça a fonctionné pour toi, pour un moment, pour une piscine très déterminée. Moi, je travaille pas comme ça. Moi, je travaille avec des normes et des choses que je connais. Je connais que le système n'est pas correct. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu peux faire une piscine comme ça et que rien ne se passe. Et que tu as 2 ans, 3 ans ou 15 et rien va se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème que tu as avec le plastique, c'est que les dilatations et le système de travail dans le cas d'une déformabilité est différent à celui du ciment, à celui du mortier, à celui du béton. Mais tu peux te retrouver sur des piscines que si tu l'as fait correctement avec l'Accent Quartz, tu vas faire le mortier technique, au jour suivant tu fais l'HF24, après le jour suivant tu fais Accent Quartz, le jour suivant tu as nettoyé, en 4 jours tout est fini, rempli d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pas donné du temps à qu'il n'y ait aucune dilatation, aucun mouvement, rien du tout. Et comme la piscine, elle est immergée dans l'eau, elle souffre pas de dilatation, elle souffre pas de mouvement, elle est toujours correcte. Et il peut passer 4, 5, 6, 10, 15, 20 ans et rien va se passer. Le problème, ça va être si jamais l'eau, elle se pourrit, ou bien parce que après quelques années, tu dois vider la piscine. Ah, là tu as un problème. Pourquoi? Parce que quand tu vides ta piscine, tu affectes grandement à plusieurs choses. Premièrement, la dilatation. Comme tu enlèves l'eau, tu provoques un retrait par perte d'eau sur les revêtements et sur ton béton qui est à l'arrière. Donc, tu vas commencer à faire une dilatation aussi par le soleil, parce que maintenant qu'il n'y a pas d'eau, le soleil, il tape dessus et il fait son effet. Alors, au moment où tu as une dilatation, la dilatation du béton et celle du plastique, elles vont être différentes, et c'est là, et c'est à ce moment-là où tu peux avoir un problème. Une autre question que tu peux avoir un problème, c'est si tu fais la piscine et tu la fais pas de façon parfaite comme j'ai mentionné, mais par exemple tu fais ton enduit Accent Quartz et au lieu de remplir le jour suivant, tu as laissé 1 semaine ou 2. Qu'est-ce qui se passe? Cet enduit qui est en train de durcir pendant ces 2 premières semaines, il fait un effet de retrait. Il est en train de bouger, il est vivant, il est encore vivant. Et comme il n'a pas l'eau qui compense ce retrait, il va le faire sur la partie qu'il y a en bas, qu'en fait, c'est un plastique, et donc c'est élastique. Et après 1 semaine, ta piscine, elle peut être cassée. D'accord. C'est pas bon question sur le plastique.
Question, s'il te plaît. En termes de garantie, je réalise piscine Accent Quartz. Je les sensibilise à la qualité de l'eau, à l'entretien et tout un tas de choses. Moi, ce que j'avais imaginé, c'était aussi de leur demander, lorsqu'ils vident le bassin, soit de me solliciter, soit de me le dire. Parce que ce que je voudrais pas, et je l'ai vu sur certaines piscines avec des revêtements continus, c'est que les gens, ils veulent changer leur phare, ou un refouleur, quoi. Ils vident la piscine, le prestataire n'est pas disponible, ça met 2 semaines, ils remplissent le bassin, après ils te disent, ah, mais j'ai un problème dans mon bassin. Oui, mais attendez, vous avez vidé votre piscine, j'ai pas été tenu informé, le revêtement décoratif, il est pas censé rester comme ça, en plein soleil, Comment je peux me couvrir à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des éléments que je peux prendre en compte? Mais en fait, moi, ce que je me suis retrouvé avec les professionnels, nous, en tout cas, sur la fiche technique d'Accent Quartz, on dit, si tu vides la piscine, entre 7 et 10 jours maximum, en dépendant des conditions climatiques, et en t'assurant de faire attention aux dilatations, etc. En fait, c'est les recommandations qui donnent pratiquement tous les fabricants aux États-Unis, et nous-mêmes, par adoption aussi, on la donne. Ça c'est au niveau de l'usine, mais au niveau des professionnels, ce que je me suis rencontré, c'est directement que les professionnels, dans ces cahiers des charges, ils disent la garantie est jusqu'à que tu vides la piscine. Ouais. Je comprends. Après, ça dépend de chaque professionnel. Ouais. En tout cas, je crois que l'idée, c'est toujours d'expliquer très bien aux clients que c'est une piscine en béton, que l'eau, elle fait 40 ou 50 ou 60 tonnes de poids sur cet effet. Et donc, seulement la vider, ça fait un mouvement au niveau de la structure, aussi surtout de leur faire comprendre pourquoi il faut faire attention au moment de la vider. Et puis après, bien sûr, tu restes aux mains du client. En fait, les uniques problèmes que j'ai vus dus au vidange, c'est-à-dire de vider la piscine, c'est quand il y avait une autre chose en ajout. Si la piscine elle est en béton, elle est parfaite, tu peux la vider, puis rien ne va se passer. Alors si la piscine elle n'était pas bien calculée, elle est plutôt faible, la structure, tu la vides et alors ça bouge, ça fait moins. Et là tu commences à avoir des problèmes. Ou bien tu avais une couche intermédiaire qui était pas correcte. Et donc, quand tu vides la piscine, les dilatations commencent, c'est cette couche incorrecte qu'il y avait au milieu. Quand elle commence à donner des problèmes, en tout cas, je veux pas non plus me coincer et dire à tous les professionnels doivent le faire comme ça. Non, chacun a ses motifs, a ses clients différents et a la façon de travailler. Ce que je me suis retrouvé, par exemple, en France, c'est que la garantie, le cahier des charges du professionnel dit explicitement, la garantie, c'est 10 ans, par exemple, ils disent, mais tu peux pas vider la piscine. Au moment où tu vides la piscine, tu perds la garantie. Bon, écoute, finalement, le client final, il achète, également, il le fait. Donc, bon, écoute, c'est les façons de travailler de chacun. Moi, pour information, au niveau d'usine d'Accent Quartz, ce qu'on recommande, c'est plutôt pour moi, surtout comme technicien, c'est plutôt quelque chose de marketing, mais c'est toujours quelque chose d'important. C'est tous les revêtements, au moins selon le cadre de la norme européenne, c'est 2 ans de garantie. Tu peux augmenter jusqu'à 5 si c'est une piscine publique et jusqu'à 10 total, 10 si c'est une piscine résidentielle. En fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Le revêtement, c'est le même, bien sûr. Et la différence, c'est que pour avoir, par exemple, tu fais une piscine résidentielle, tu as 2 ans de normes, et tu dis, oui, mais je veux augmenter la garantie de l'usine à 10. Alors moi, ce que j'ai besoin pour constater que ça peut tenir 10 ans, c'est voir des photos de la structure, voir une photo de chaque couche que tu as fait, donc de chaque partie intermédiaire, de voir cette information, et de savoir quand tu as fait le revêtement, quand tu as rempli la piscine. Pourquoi? Parce que de cette façon, moi, je m'assure que tu l'as fait plus ou moins dans les règles de l'art. Et en fait, ça sert à rien parce que le revêtement, il a toujours la garantie de l'usine, toujours. Tu fais ce que tu fais, la garantie de l'usine, d'un revêtement, c'est qu'il est il a l'adhérence correcte, la résistance correcte, la couleur correcte, etc. Ça, c'est la garantie. Pas si ça va tenir 10 ans parce que demain, l'eau, elle va être...
Non, la garantie, c'est ça, que le produit, il est bien fabriqué. Et normalement, s'il y a un défaut de fabrication, tu vas le voir très vite. Mais en fait, pour moi, ça donne de la sûreté, parce que tout simplement, ce qui m'est arrivé dans les années de profession, c'est que si quelqu'un fait une piscine et tu lui dis OK, envoie-moi les photos pour te donner, et tu vois, en échange, je te donne cet ajout de garantie qui sert pratiquement au niveau légal, ça sert à rien, mais écoute, je te le donne, c'est quelque chose de joli. Et alors, tu vois, les gens ils te disent non, mais j'ai pas de photos, non, mais j'ai pas d'image. Ben alors là, je me méfie. Parce que si tu veux pas que je vois ce que tu as fait, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas trop bien. Tu vois? Bien sûr, mais non, mais attends, moi je fais pas partie de ces gens qui... dans ton cas, dans ce que je vois, au moins dans la conversation, tu es excellent comme technicien, mais comme tu as bien dit, c'est le monde des piscines. Tu te retrouves avec n'importe quoi. Donc moi, au moins, même si c'est un papier qui sert à rien au niveau légal, au moins je peux m'assurer que tu as fait quelque chose de correct. Pourquoi? Parce que ça affecte aussi à l'image de marque de mon produit. Donc pour moi, c'est important, bien sûr. Moi, sur mon feedback, de mon expérience, et pour avoir eu au préalable en 25 années, tu t'imagines bien que j'ai eu beaucoup de cas, les revêtements décoratifs en piscine, à partir de 2 ans, c'est inattaquable. Inattaquable, ça veut dire quoi? Inattaquable, ça veut dire que devant au tribunal, un revêtement décoratif, passé 2 ans, passer la garantie biennale, c'est pas du moment que le client peut toujours utiliser son bassin, qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de fuite. Si c'est le revêtement décoratif, je parle bien du revêtement décoratif. Totalement, tu t'es exprimé. À partir de 2 ans, c'est devant un tribunal, c'est inattaquable parce que c'est trop lié à l'entretien, à la vastuité, à l'usage, à tout un ensemble de facteurs. Voilà. On est sur c'est que je connais pas tellement bien la norme française. Je sais qu'il y a effectivement un DTU, au moins un DTU, qui explique très bien tout ça dans la norme française pour les revêtements, les enduits minéraux. Je sais pas quel DTU, si c'est la 12 ou quelque chose comme ça, je parle de mémoire. Dans le cas de l'Espagne, en tout cas, oui, on a une norme qui explique les différentes, les temps de garantie en dépendant de ce que tu es en train de faire. Donc, par exemple, un enduit ou une finition. Une finition, c'est 2 ans. Une structure, par exemple, c'est 10 ans. Une installation, par exemple, des tuyaux d'eau, c'est 5 ans. Tu vois, alors, dépendant de ce que tu es en train de faire, tu as une quantité. Pourquoi? Parce que si tu as fait les tuyaux, par exemple, les tuyaux d'eau ou bien l'assainissement d'une maison, et 5 ans se sont écoulés depuis que tu l'as fait et l'as mis en fonctionnement, et après 5 ans, tu as un problème, c'est sûrement un motif ultérieur qui n'est pas l'installation du tuyau, mais c'est le motif d'autre chose, un mouvement du terrain, de la cimentation, d'une maintenance pas correcte, etc. Mais la façon dont c'est fait, si ça tient 5 ans, ça doit être au moins fait au minimal, plus ou moins bien pour que ça tienne les 5 ans, tu vois. Donc c'est la façon dont ils le font. Dans le cas de la France avec le fascicule 74, ce qui est garantisé, c'est l'imperméabilisation, c'est l'imperméabilisation dans le fascicule 74, oui. C'est jusqu'à 10 ans, c'est ce qu'ils appellent en France une garantie décennale pour imperméabilisation. Et alors pour avoir 10 ans sans perte d'eau, ce que tu dois t'assurer, c'est que ta structure surtout et tes couches intermédiaires, elles sont correctes. Donc tu pourras jamais donner 10 ans de garantie décennale de perte d'eau dans une piscine que tu as pas construit toi-même. En fait, c'est impossible parce que tu dépends de la structure. Si tu as pas fait la structure, tu peux pas garantir que la structure elle va être bien. Je trouve que c'est pas possible. Et en fait, la norme française uniquement, elle donne ces garanties-là dans le cas où tu fais par exemple un liner, parce que c'est égal si la structure elle bouge ou elle bouge pas, parce que tu fais un plastique par dedans, et donc tu peux donner une étanchéité jusqu'à 10 ans, parce que c'est logique. Tu es couvert par dedans, tu vas pas avoir de fuite. Mais si tu utilises un système d'imperméabilisation flexible ou l'accent quartz ou quelque chose comme ça, tu peux donner une garantie décennale si toi-même tu as fait le béton, ta structure, parce que c'est cette partie-là en fait qui donne la garantie. Bien sûr. Non, mais c'est noté. Merci. Alors là, dans les supports non admis, j'ai laissé encore le plastique, l'acier ou bien, comme tu as mentionné, les systèmes qui sont pour les liners.
Et tu vois là, j'ai appelé couche intermédiaire. Alors bon, ça c'est un système de construire qui s'utilise ici en Espagne, pas beaucoup maintenant, mais bon, ça s'est utilisé d'autres fois. C'est vraiment très délicat pour pas avoir de perte d'eau. C'est vraiment très délicat. Mais en tout cas, ici, ce que j'appelle, c'est les couches intermédiaires, parce que cet homme-là, il est en train de faire un enduit sur ses briques. Et comment tu peux savoir si c'est bien fait? Après, tu fais un sondage, mais il y a toujours une partie que tu as pas sondée, et ça peut être affaibli, ou bien tu peux gratter dessus et que ce soit pas bien. C'est toujours un risque, les couches intermédiaires, comme on disait, donc il faut toujours les éviter. Oui, les lasagnes Exactement. moins les millefeuilles, on fait de lasagne, millefeuilles, pardon, les millefeuilles, pas les lasagnes, millefeuilles. Ouais.